Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et ses acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. J'accompagne les femmes qui aimeraient arriver à apprécier leur garde-robe, qui souhaitent être sûres de leur choix vestimentaire, qui ont envie de se sentir à l'aise avec leur image et qui veulent trouver leur couleur et leurs vêtements de superwoman. Tu souhaites toi aussi ressentir confiance en toi et exprimer au monde qui tu es ? Tu veux en savoir plus, que tu pratiques la couture ou non ? Je t'invite à réserver un appel gratuit et sans engagement pour définir ensemble tes besoins, pour que tu découvres ma façon de travailler et pour voir si tu souhaites que je t'accompagne. À très vite et bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2024. On commence cette nouvelle session de podcast avec Sarah du blog, de l'Insta, de YouTube, tout doux. Sarah, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, mais pour moi c'est une question très difficile à chaque fois qu'on me demande de me présenter parce qu'on ne sait pas trop par quel bout partir. Mais bon, comme tu as dit, je m'appelle Sarah, j'ai un blog de couture, un Insta couture, je suis créatrice de contenu dans l'univers de la couture, mais j'accompagne aussi les marques de do it yourself et de l'univers du mariage dans leur communication Pinterest et YouTube. Et TikTok, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je raconte parce que je voulais dire que j'ai lancé récemment ma chaîne YouTube et du coup ça s'embrouille dans mon cerveau. En fait, j'ai mixé mes deux passions entre la couture et la communication et du coup j'évolue dans un métier dans lequel je m'ennuie pas. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Moi je t'ai invitée aujourd'hui pour deux raisons. Ou on peut dire 3 ou 4, enfin au choix. La première, c'est parce que j'apprécie le contenu que tu partages et ce que tu nous partages sur Insta et les réseaux sociaux, parce que c'est de la couture et que moi j'aime bien ce que tu fais. La deuxième, c'est parce que justement tu allies ça à ta deuxième passion, qui est la communication. Et d'ailleurs, on avait travaillé ensemble l'année dernière. Et je trouvais ça intéressant, justement, de présenter... donc là, ça va être un triptyque avec 3 personnes qui font de la couture et qui font de la communication. Et donc, je trouvais ça intéressant alors, pour les gens qui sont créateurs, créatrices, et également pour tous les gens qui sont amateurs et qui se demandent un petit peu comment ça fonctionne et comment on réfléchit à tout ça. Je trouvais ça intéressant de montrer les deux facettes de ton métier. Comment est-ce que, déjà en couture, comment est-ce que t'en es arrivé là ? Sur le plan couture, ouais. J'ai un petit peu toujours baigné dedans. La couture, quand j'étais petite, ma mère a fabriqué mes petits vêtements pour la danse, des costumes pour la danse, ce genre de choses. Et puis ma grand-mère aussi cousait. Et les sœurs de ma grand-mère étaient couturières et maroquinières professionnelles. Donc j'ai toujours voulu toucher à la couture, on va dire, ma tante aussi. Mais après, par contre, là où j'ai vraiment décidé de m'y mettre, c'est quand j'étais à la fac. Je passais mon master de recherche en lettres et dans le but de devenir prof de français. Et cette année-là, j'en pouvais plus et j'ai vu une annonce pour une association qui donnait des cours de couture à Toulouse, parce qu'à l'époque, du coup, j'étais à Toulouse pour mes études et qui proposait en même temps de passer le CAP couture. Alors je me suis dit, allez, allons-y, soyons fous. Du coup, j'ai aménagé mon planning à la fac de sorte à pouvoir libérer, il me semble que c'était tous les lundis, pour cette association à Toulouse qui m'a permis de passer le CAP. Et depuis, j'ai jamais arrêté la couture. Finalement, ça a été que des rebondissements. Après, j'ai aussi passé un CAP de maroquinerie 2 ans plus tard, parce que je me suis vraiment intéressée à la couture d'accessoires et je voulais découvrir le cuir. Et puis finalement, avec mon mari, on a racheté une entreprise qui rénove les canapés en cuir et l'ameublement. Donc du coup, j'ai aussi découvert l'univers de l'ameublement. Et lui, il est resté en fait dans cet univers-là de l'ameublement, du cuir. Il rénove toujours les canapés et aussi l'automobile. Moi, ce qui m'avait plu dans cette expérience d'entreprise, c'était vraiment l'aspect communication. En fait, comment on fait pour développer un site, comment on fait pour développer un Insta, comment on fait pour trouver des clients via les réseaux sociaux, via Google. Et c'est de là qu'a démarré en fait ma passion pour la communication.
Et au fur et à mesure, voilà, petit à petit, j'ai créé mon métier parce que j'ai bien compris à travers toutes mes expériences qu'il manquait toujours un aspect à tous les métiers que j'ai testés. Voilà, en gros. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu proposes ton travail? Comment ça se passe? Comment tu gères ton quotidien? Comment tu divises les deux? Comment tu allies? Bah, c'est une grosse question parce qu'en réalité, moi, je veux toujours tout faire à fond. Et ça, c'est pas possible, je m'en suis bien rendu compte en 2023. Ça a été une année très riche parce que j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses. Mais voilà, la démarche 2024, ça va être de se calmer, d'un peu plus faire des choix, donc pour pouvoir m'organiser beaucoup mieux. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire plus de... Parce qu'en 2023, j'ai un peu lâché, en tout cas sur la première partie de l'année, l'aspect créatif de To-Do, et c'est quand même un truc trop important pour moi. La création de contenu, ça fait vraiment partie de moi, j'ai envie de véhiculer, c'est ma marque finalement, To-Do. Et donc du coup j'avais toujours ce projet depuis des années de créer des accessoires à coudre, donc des patrons d'accessoires. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai ce projet couture, c'est encore une autre histoire, mais ça fait vraiment très très longtemps, et ça me trottait dans la tête. Et en même temps, j'adore accompagner les marques dans leur développement, et parfois j'aimerais pouvoir le faire à leur place parce que je sais qu'elles ont pas beaucoup de temps, mais en même temps moi j'ai pas beaucoup de temps, enfin bref. C'est un enfer. Donc du coup, maintenant ça se passe plus sur le tuyau. En fait, il y a des marques qui me contactent pour faire des opérations commerciales en termes de partenariat créatrice de contenu, tout. Et quand j'échange avec elles, parfois elles ont des besoins en communication un peu plus poussés, par exemple pour avoir un meilleur référencement sur leur site, pour développer, pour passer le cap de TikTok parce que beaucoup ont peur, ou pour aller sur Pinterest. Et du coup, c'est via plutôt le tunnel maintenant de ce que je crée sur To-Do que j'élargis en fait mes prestations en fonction des besoins. D'accord. Et du coup, ça me permet d'avoir une organisation un peu plus souple. Pinterest, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est en tant que client ou en tant que consommateur? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Et ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter aux marques? Pinterest, en fait, il faut le voir comme un moteur de recherche, plus que comme un réseau social. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu comme Google, on va pouvoir placer des mots-clés sur Pinterest, sauf qu'en plus des mots-clés, il va y avoir une recherche visuelle. Et donc, c'est un petit peu un Google Images, quoi, Pinterest, qui est très sollicité par les utilisateurs qui aiment la déco, qui aiment les loisirs créatifs, dont la couture. L'univers du mariage, enfin c'est très créatif comme moteur de recherche tout de même. Donc du coup c'est assez important pour les marques qui proposent des produits destinés aux couturiers ou aux loisirs créatifs ou aux gens qui vont se marier. C'est pour ça que j'ai condensé, parce que j'ai aussi des clients dans l'univers du mariage, que j'ai condensé tout ça. Et en fait, pour l'utiliser, ce qui est génial, c'est qu'en même temps qu'on développe une stratégie Pinterest, on est obligé de développer une stratégie Google parce que chaque épingle Pinterest va relier en fait à un article de blog qu'on aura réfléchi en termes aussi stratégiques de mots-clés, en se demandant toujours ce que ça cible pourrait taper sur Google ou sur Pinterest pour nous trouver, parce qu'en général on ne nous trouve pas. C'est ça. Et donc en fait, il y a Pinterest, c'est que, avec des gros guillemets, une vitrine de ce qu'on va pouvoir créer en contenu blogging. Oui, en gros oui. C'est ça. Exactement. Si par exemple on va vouloir créer un tuto gratuit ou un patron gratuit pour avoir en stratégie plus d'abonnés à la newsletter, mais ça va être intéressant de faire une épingle Pinterest pour annoncer qu'il y a tel patron gratuit ou tel tuto gratuit, telle ressource gratuite, un freebie. Et ensuite de relier cette épingle à un article de blog qui va inciter les gens du coup à s'inscrire à la newsletter si bien sûr le sujet les intéresse. Et du coup c'est vraiment permettre une génération de nouveaux prospects en continu, quoi. Comment ça se passe pour TikTok?
TikTok, en fait, ça vient du fait que j'adore faire des vidéos. Autant j'adore écrire des articles de blog, j'adore le côté Pinterest, mais j'ai un autre côté, vraiment, les vidéos, c'est un truc que j'adore, parce qu'on peut vraiment, je trouve, raconter plus d'histoires qu'à travers une photo. Moi, je suis beaucoup plus vidéo que photo depuis le départ, et du coup, j'étais super contente de l'arrivée des Reels, et, et j'aime bien le format court. Et donc, en fait, je trouve, en tout cas c'est ma vision de la communication via TikTok, quand on réfléchit à une stratégie de communication sur TikTok, en réalité on réfléchit à une stratégie de communication globale, parce qu'on va rentrer dans un schéma de création de vidéos qu'on va pouvoir utiliser également sur Instagram, également YouTube Short. On peut bien sûr les mettre sur Facebook, mais on peut aussi les mettre sur Pinterest, parce que sur Pinterest il n'y a pas que des photos, j'ai beaucoup parlé de l'aspect photo, mais il y a aussi des vidéos, et en fait du coup ça permet de gagner énormément de temps. Quand on pense TikTok, on pense en réalité à tout un écosystème de vidéos. Ouais. Et comment est-ce que tu travailles, toi, avec les personnes avec qui tu travailles? Ça dépend avec lesquelles, c'est-à-dire qu'en fait, je m'adapte beaucoup à la personne et à ses besoins. Et alors, il y a des personnes avec lesquelles c'est vraiment un pur accompagnement où je crée pas du tout de contenu pour ces personnes-là. Et puis, il y en a d'autres où c'est un hybride entre l'accompagnement et quand même la création de certains contenus pour les alléger, ou alors dans une première partie. C'est-à-dire que pendant 2-3 mois, je vais créer le contenu pour eux et en même temps, je vais décortiquer comment je l'ai fait pour qu'ensuite, ils puissent être autonomes et le faire par eux-mêmes. Ouais, tu les lances. Et voilà, c'est ça. Je les lance, je leur donne une méthodologie et après, ils partent en roue libre. Et c'est un petit peu la façon que je préfère de fonctionner, parce que il arrive un moment où j'arrive plus à être aussi créative pour les autres, où j'ai un petit peu épuisé mon capital d'idées pour une autre marque que la mienne. Et d'un autre côté, moi qui ai eu, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'ai eu 46 000 vies, je m'épuise. Je suis comme ça, il faut que je l'accepte, je suis comme ça. Mais il y a quelques années, j'ai eu une marque de nœuds papillons en cuir avec mon mari Baptiste, et on avait fait appel à une agence de communication pour nous aider au démarrage du compte Instagram et Facebook également. À l'époque, maintenant je suis plus trop sur Facebook, il faudrait que je m'y remette, mais j'ai lâché ce réseau. Et j'étais frustrée parce qu'ils créent du contenu, mais moi je voulais y mettre ma patte. Et en fait, je pense que les marques que j'accompagne, au bout d'un moment, au début, sont contentes parce que je les aide, je suis une bonne béquille, quoi, je les lance. Mais après, du coup, ça développe de nouvelles idées et elles ont envie d'y aller. Donc je pense que vraiment ce format-là, c'est vraiment le format que j'essaie de privilégier un maximum, parce que voilà, il y a un petit coup de boost au démarrage et puis après on y va. Est-ce que tu as été abordé par des grosses entreprises ou est-ce que c'est plutôt des solopreneurs ou des petites boîtes avec 2-3 personnes? Comment ça se passe? Qui sont en fait tes clients? En fait, j'ai le cas de figure solopreneur, ça c'est surtout en coaching, en accompagnement. Et après, j'ai eu aussi le cas de grosses entreprises avec beaucoup de salariés dans l'univers de la couture. Oui, j'ai eu les deux. D'accord. Et toi, il y a quelque chose que tu préfères ou il y a quelque chose vers lequel tu te sens plus vers lequel tu te sens plus à l'aise, ou est-ce que au contraire le challenge de la différence, le challenge, ça t'intéresse aussi? Le challenge, ça m'intéresse aussi. J'aime trop varier, en fait. Et c'est ça qui est vraiment terrible dans ma vie. C'est que du coup, je suis incapable d'automatiser un processus, quoi. J'aime trop découvrir de nouvelles façons de fonctionner, et chaque façon de penser et chaque type d'entreprise. J'aime tout, en fait. J'aime le challenge. Après, c'est vrai que il peut y avoir des marques qui me contactent avec lesquelles je peux me dire je suis pas sûre de pouvoir vous aider parce que franchement ça m'inspire pas le sujet, je suis pas sûre d'avoir les compétences pour. Et dans ce cas-là, j'hésite pas à le dire, parce que après on part sur 2 mois, 3 mois ensemble, et voilà, mon but aussi en étant freelance, c'est d'avoir envie de me lever le matin, quoi, et d'y aller à fond et de pouvoir accompagner les gens du mieux que je peux. Donc je préfère dire non quand vraiment je sens pas, j'ai pas envie, c'est pas facile, mais maintenant je sais le faire. Ouais, ou bien apprendre l'expérience, quoi. C'est ça, exactement. Faut mesurer dans la balance, est-ce que c'est plus délicat de dire non que de rester 3 mois en mode tu vas souffrir parce que ça te dit pas du tout le truc et t'as pas envie de le faire.
Donc voilà, la balance, après, on arrive à la jauger. Oui, bah oui, bien sûr. En quoi aujourd'hui, toi, ta façon de travailler à toi, comment elle influe ta façon d'accompagner, d'expliquer aux gens ce que tu fais ou de leur montrer différentes façons de faire? Plutôt dans la méthode, en fait. Dans ma méthode, bah forcément, ce que je fais sur mon compte tout doux, ça me fait une sorte de book de ce que je peux faire et du coup j'analyse avec mes clients les vidéos, dans le cas des vidéos, j'analyse avec mes clients les vidéos que j'ai pu faire, comment je les ai structurées, quel type d'accroche j'ai mis et du coup ça leur donne des exemples concrets de ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent l'adapter à eux et du coup je trouve que ça, le fait d'avoir vraiment des exemples concrets et certains reels qui ont bien fonctionné, ça peut vraiment les aider à construire eux-mêmes leurs vidéos. Et en général, en fait, via aussi cette création de contenu-là, j'attire des personnes qui sont un peu dans ma vibe. Et ça, c'est énorme. Oui. Parce que du coup, ça match, quoi. Je comprends. On a souvent envie de dire que la communication, le marketing et tout ça, c'est un peu des gros mots, c'est un peu se vendre. Comment est-ce que toi, qu'est-ce que toi, ça t'évoque tout ça? Bah, c'est assez fort finalement pour moi parce que je vais être obligée de raconter une histoire très importante pour moi pour pouvoir vraiment le cadrer. En fait, il y a quelques années, c'était, il me semble, en 2016, j'étais alternante en maroquinerie. J'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des charentaises en cuir et ça se passait vraiment pas bien. Et j'avais comme projet vraiment à ce moment-là de créer une marque de patron d'accessoires et de kits pour fabriquer des petits accessoires en cuir. Et j'ai vu passer une annonce. Moi, je suis très madame annonce. J'ai vu passer une annonce. Proposant un concours pour jeunes entrepreneurs qui se passait à Paris, ça s'appelait 100 jours pour entreprendre et en fait si on passait toutes les sélections, à la fin on pouvait gagner 10 000 euros plus un accompagnement de la banque CIC et de plein d'autres partenaires, prestataires super intéressants pour nous aider, un an de comptabilité offert, enfin bref un truc génial quand tu démarres quoi, tu peux pas rêver mieux. Donc du coup je me suis dit bah allez chaud, ce projet il me tient à cœur, j'ai envie de le faire, donc j'y vais. Donc j'ai fait mes premières sélections, les deuxièmes, puis j'étais finaliste et je suis allée pitcher à Paris pour gagner ce fameux concours. Il y avait 10 places à gagner et ben j'ai perdu ils ont fait gagner essentiellement des marques digitales, c'est-à-dire des applications. C'était vraiment à l'époque c'était vraiment je dis à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais c'est quand même vraiment l'apogée des applications, quoi. Si t'avais un projet d'application, les banques, elles étaient là, pas de problème. Et du coup, j'ai vraiment réalisé à ce moment-là à quel point l'artisanat et les projets créatifs étaient dévalorisés. Ils n'avaient pas assez d'impact face à une application. On ne pouvait pas croire en fait à ce type de projet. Et du coup, cette vision-là qu'ont beaucoup de personnes en fait vis-à-vis des petites marques ou des petits créateurs, je déteste qu'on dise ça. J'en parlais d'ailleurs avec Marianne de Patchwork Débutant. Je déteste qu'on dise ça. Et elle aussi. Je sais, on en a parlé aussi. C'est ça. Mais vraiment. Et donc du coup, j'essaie de pas perdre le fil de ce que je dis, mais en discutant avec eux, on m'a dit que en fait, ils avaient réfléchi, j'étais en gros la 10e place, quoi, dans les dernières, et qu'ils ont préféré faire gagner une application qui mettait en relation des personnes pour faire des matchs de foot que la couture, parce qu'ils pensent que la couture, il y a pas assez de monde, et que l'artisanat, de toute façon, voilà, c'est pas voué à réussir, quoi. Je l'ai pris un peu dans la tronche, et je me suis dit, d'accord, en fait, le marketing, c'est pas fait pour les gens, pour les créateurs, c'est pas fait pour les créatifs, c'est pas fait pour les artistes, quoi. Et je suis restée longtemps bloquée avec ce truc-là, ce qui fait qu'ensuite, quand il y a eu cette opportunité de racheter une entreprise, j'ai racheté une entreprise parce que c'est pas moi qui l'avais faite et du coup j'avais perdu confiance en moi et je m'étais dit de toute façon ça sert à rien que je crée quelque chose parce que si je crée quelque chose ça va pas marcher. Et ça m'a vraiment foutu une claque pendant des années. Donc du coup ça fait qu'il y a que maintenant que je sors mes accessoires alors que ça date depuis 2016 l'histoire. Et donc du coup pour moi c'est vraiment super important de se dire que le marketing il est fait pour tout le monde, que le marketing on peut l'appeler comme on veut, si on préfère l'appeler communication, si on préfère l'appeler réseaux sociaux, on l'appelle comme on veut, on s'en fout, du moment qu'on met en place des étapes, une stratégie
Et pareil, le mot stratégie, ça peut paraître ouf, on peut se dire que c'est que destiné à des grandes boîtes, mais pas du tout. Une stratégie, c'est juste une mise en œuvre de moyens pour arriver à son objectif, peu importe les moyens et peu importe l'ordre dans lequel on le met en place, du moment que c'est adapté à son propre business et à ses propres objectifs. Et on peut complètement avoir pour vision d'avoir une entreprise solopreneur qui fonctionne avec un petit chiffre d'affaires qui est largement suffisant pour vivre. On n'a pas du tout, enfin, je veux dire, il faut remettre les choses à leur place et ça, c'est vrai que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes clients, en mode oui, mais nous, on est petits, machin. Oui, mais et alors, en fait, c'est pas parce que t'as une petite entreprise que tu vas, par exemple, je sais pas, vendre 30 kits par mois ou je sais pas, et c'est peut-être suffisant pour toi pour vivre, en fait. Et c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'il y a un équilibre à tenir. Moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon père artisan maçon, il avait avant beaucoup d'employés. Il dormait pas la nuit, il avait pas de vacances, il pouvait pas s'occuper de nous quand on était petits. Enfin, à un moment donné, oui, c'est bien d'avoir un gros chiffre d'affaires, mais c'est pas une vie. Donc il faut pouvoir, voilà, remettre les choses à l'échelle humaine, tout simplement. Oui, et pas forcément avoir dans l'idée de grandir et enfin ça on peut avoir cette envie-là, hein, ce choix. Oui, mais bien sûr, ça dépend de ses objectifs. Bien sûr, on peut complètement avoir cette envie de créer une entreprise, d'embaucher du personnel, mais dans ce cas-là, il faut vraiment avoir envie de le faire et d'être à l'aise avec ça, d'avoir pesé le pour et les contre des inconvénients, parce que des inconvénients, de toute façon, il y en a dans tous les cas de figure. C'est pas facile du tout d'être à son compte, et d'être salarié non plus. Ça apporte aussi ses inconvénients, donc vraiment, c'est un choix de vie, très perso, c'est vraiment par rapport à soi. Mais oui, on peut complètement, même si on est solopreneur, avoir une stratégie, penser marketing, avoir des plages horaires dans sa semaine dédiées à la réflexion sur la communication, à la production de contenu, sans être une énorme boîte qui a vraiment un département dédié à ça. Et d'ailleurs, pour avoir pas longtemps, pendant 1 an, j'ai travaillé en collaboration avec une agence de communication à Nîmes, et souvent on travaillait avec des grosses boîtes. Eux, c'était vraiment plus leurs clients, les grosses boîtes, et il y avait toujours un département communication avec la chargée de marketing. Et ben souvent, ils sont complètement à l'ouest, les chargés de marketing. Je suis désolée, mais ils sont pas du tout à la page. Ils pensent à Facebook comme c'était il y a 10 ans. Instagram, de quoi, TikTok, alors là, on est vraiment loin. Du coup, bah, ils sont là et ils avancent pas dans leur truc. Alors, je stigmatise pas tous les chargés de communication, bien entendu, mais ceux avec lesquels j'ai pu travailler, je me suis dit, oula, il y a quelque chose à faire. Et un solopreneur a beaucoup plus la niaque de développer ses réseaux sociaux que ce type de chargé de marketing. Et est-ce que, à ton sens, on est obligé de passer par les réseaux sociaux quand on développe une entreprise aujourd'hui ou pas ? Non, il y a des systèmes, si on arrive à mettre en place un méga système de référencement sur Google et Pinterest et un système de newsletter, on peut se passer des réseaux sociaux, je pense. Mais dans ce cas-là, il faut avoir vraiment énormément réfléchi aux problèmes durs de sa cible et les avoir tellement bien placés en termes de référencement qu'on va de toute façon vous trouver, et le problème étant tellement dur que et la solution tellement bonne qu'on va l'acheter. Ça c'est le rêve en fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment placer des articles de blog, tout ce qu'il faut, vraiment en ayant réfléchi comme ça à la tête de sa cible, et on va avoir un produit qui va résoudre une solution à un problème tellement fort que il y a même plus besoin de communiquer, ça vend. Après, on a toujours besoin dans le sens comment dire, si on veut se développer plus, parce qu'on peut avoir déjà un très bon chiffre d'affaires, ça roule, mais on peut avoir envie que ça marche encore mieux, et du coup là les réseaux sociaux vont être super importants. À contrario, si on a zéro stratégie de référencement, les réseaux sociaux ça va être très 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 important, voire primordial pour pouvoir vendre. Maintenant c'est très dangereux de reposer exclusivement là-dessus. Le jour où compte Instagram piraté, peu importe ce qui peut se passer, on est mal, quoi. Oui. Donc c'est bien d'avoir un pied dans les deux. Et toi, à partir de quand t'as réussi, avec toutes ces idées et toutes ces envies, d'être clair sur justement ta cible et dans quel sens tu voulais aller ? Ça a été facile pour toi ou justement non, pas du tout, parce que je suis, comme je disais,
ultra créative. Je pense que je suis un petit peu turbulente sur les bords. Je sais pas trop comment expliquer, mais je j'ai jamais vraiment fait de test ou tout ça, mais je me reconnais beaucoup dans le profil du multipotentiel. Donc c'est très difficile pour moi de me recentrer sur quelque chose, mais au moins déjà j'ai resserré autour de la communication et de la couture, c'est déjà pas mal parce que sinon j'aurais pu faire aussi, je sais pas, moi journaliste, ébéniste, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc voilà, déjà ça. Et après, oui, quand même, je peux dire que dans le type de client avec lequel je travaille, même s'il y a des solopreneurs et aussi des entreprises un peu plus grosses, il y a quand même des problématiques qui reviennent et sur lesquelles vraiment c'est important de travailler et sur lesquelles je peux apporter des solutions. Du coup, via ce canal-là, oui. Je sais. Après, pour ce qui est de la couture d'accessoires, c'est encore, enfin pour vraiment là mes clients particuliers, pour mes patrons d'accessoires, j'ai plusieurs pistes pour définir ma cible qui sont pas mal, mais je pense que ça va s'affiner avec le temps parce que voilà, ça commence et c'est au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu as publié un patron et un ou deux petits patrons en plus, je crois, c'est ça? Alors j'ai le patron gratuit qu'on peut télécharger en s'abonnant à ma newsletter, mais sinon oui j'ai deux patrons payants, un patron de sac et un patron de cabas, et aussi un patron gratuit de porte-clés. Mais il y en a plusieurs qui arrivent là très prochainement. C'est vraiment comment dire, mon objectif 2024, c'est vraiment de pouvoir mettre en œuvre toutes mes idées de patron qui datent depuis 2016. Les fameuses. Oui, il y en a un petit peu trop, donc il va falloir que je fasse mes choix parce que je vais pas pouvoir sortir 40 000 patrons non plus. Mais voilà. Et principalement des sacs d'ailleurs? Oui, sacs et accessoires, il y aura aussi des porte-monnaies. Ouais. Très bien. Et est-ce que justement tu vas réintroduire le cuir ou est-ce que tu te concentres sur le tissu? Non, le cuir et moi on a une histoire et et je me suis beaucoup posé de questions vis-à-vis du cuir et des animaux et c'est compliqué pour moi. Alors je trouve que c'est une super matière le cuir quand on veut créer des choses durables qui nécessitent vraiment une énorme robustesse et de résister au temps, comme par exemple les canapés, les fauteuils. C'est mieux d'acheter un bon canapé en cuir une fois et on va le garder toute sa vie parce qu'on va pouvoir le rénover. Je le sais puisque Baptiste les rénove au quotidien, donc je sais qu'on peut vraiment entretenir un canapé en cuir des années, des années, des années. Donc du coup là oui. Maintenant le cuir en fait ça m'a beaucoup interrogée quand j'avais cette marque de nœuds papillons en cuir justement. Parce que bon, on utilisait quand même des cuirs recyclés, on réutilisait des chutes de cuir d'ameublement, ce genre de choses, et aussi on rénovait des vieux cuirs, donc il y avait quand même une démarche responsable. Mais je me disais bon, quand même du cuir pour faire des nœuds papes, c'est pas très utile quoi, de la peau animale pour faire un nœud pape. Il n'y a pas d'intérêt à ce que le nœud soit si solide que ça. Ça peut très bien aller en tissu. Et donc du coup, ouais, le cuir, de temps en temps j'aime bien, mais j'ai un cas de conscience avec le cuir et du coup il y a aussi le fait que on n'est pas tous équipés pour pouvoir coudre du cuir. Oui. Le fait d'avoir appris vraiment à faire des sacs en cuir quand j'étais en section maroquinerie, ça me frustre un peu de pas avoir le bon matériel quand je couds à la machine et que j'essaye de faire un projet que tout le monde peut coudre, alors que je sais qu'avec des bonnes machines, les bons matériels, on peut faire des trucs vraiment beaucoup mieux finis. Donc voilà, le but c'est vraiment de pouvoir faire des accessoires en tissu. De toute façon, on a l'habitude du tissu et la plupart de mes clientes patrons de sac aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui cousent avant tout des vêtements et qui ont envie de coudre aussi quelques accessoires quoi, qui passent le pas, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent coudre que les vêtements. Mais c'est pas mal aussi d'avoir le petit sac qui va bien avec son beau manteau cousu main. C'est ça, c'est travailler sur le matchy. C'est ça, exactement. Et puis après, je trouve que c'est aussi pour ça que j'aime coudre des sacs en tissu, c'est que je trouve que c'est idéal pour utiliser les petits coupons quand on a déjà cousu, je sais pas, un manteau, une veste, peu importe. Il nous reste toujours quelques centimètres, parfois 50 centimètres, et je trouve que les accessoires c'est vraiment idéal pour ça. Et il y a pas tant, il y a des marques bien sûr, mais il y en a pas tant que ça. En tout cas, les accessoires que j'imagine, c'est des patrons que j'ai pas vus, que j'avais envie de faire, et
là j'ai pris vraiment le temps de les faire, quoi. Donc voilà. Est-ce que toi, pour ton contenu, par exemple de ta garde-robe, de ce que tu coupes pour toi ou pour ton mari ou pour tes frères ou tout ça, est-ce que t'as une stratégie ou est-ce que ta stratégie est plus globale et elle te laisse de la place pour être créative selon tes envies et tous les rebondissements que ça implique? J'ai pas vraiment de stratégie. J'aimerais bien dire, ouais, je suis super organisée, super stratégique. Non, je suis créative avant tout. Et quand j'ai une idée, bah, il faut qu'elle se mette en place, même si c'est pas le moment de la faire. Comme par exemple, j'avais très 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 envie de customiser un panier pour le transformer en boîte à couture. Ça faisait très été, et ben je l'ai fait en hiver, voilà. Et j'ai posté en hiver. C'est pas du tout stratégique, mais j'avais envie de le faire. Et voilà, c'est fait. Donc tout est possible. Et est-ce que justement tu trouves, avec les différentes clientes que tu as et toi ta propre expérience, est-ce que tu trouves que stratégie versus spontanéité, est-ce qu'il y a parfois quelque chose dans la spontanéité qui peut y gagner? Oui. Complètement, parce que plus on met de cœur à l'ouvrage, plus on a envie de le faire, plus ça vient du fond du cœur, mieux ça fonctionne. C'est vraiment, mais la stratégie, ça aide à se donner une sorte de rigueur en fait, à se dire vraiment là, moi, ce qu'il faut comme objectif, c'est ça, parce que quand on est dans un métier créatif, je trouve que ce qui est très difficile, c'est de se rappeler qu'on est aussi entrepreneur et qu'il faut Ouais. aussi rentrer des sous. Et ça, c'est pas évident, je sais, hein, mais voilà, on a envie d'être avant tout devant sa machine ou en train d'imaginer un projet ou bref. Et c'est top quand, par exemple, je le vois un peu comme, je sais pas comment dire, comme un mood board en fait, la stratégie. C'est-à-dire que elle est de janvier à mars. On faut développer telles idées en fonction de cette thématique pour générer plus de ventes, pour générer plus d'abonnements. Enfin, ça dépend de l'objectif. Donc, en fait, moi, quand on me donne un mot ou une thématique, mon cerveau il commence à mouliner sur des sujets qui vont aller vers cette thématique et comment je peux alimenter cette thématique. Du coup, l'un et l'autre peuvent être compatibles. Mais c'est vrai que si on a envie de le faire, c'est pas un sujet qu'on se force à faire. C'est, ça se ressent quoi. Ça vient du cœur et on a envie de le faire. On y met beaucoup plus d'énergie positive dedans. Donc être attentif à d'où vient notre énergie en fait. Oui, complètement. C'est ça. Complètement. Faut vraiment avoir envie de le faire. S'il y a aujourd'hui des gens qui ont envie de se lancer ou qui se questionnent sur la stratégie et qui sont pas du tout entrepreneurs, est-ce que tu penses que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir ou autant pas s'embêter avec ça? Question nulle. Bon, quand on n'est pas entrepreneur, tu veux dire quand on a quand même envie de développer par exemple son compte Insta, même si on veut pas en vivre ou même si c'est juste pour le plaisir. Ouais, peut-être. Bien sûr, donc, de toute façon, même s'il n'y a pas d'enjeu business, il y aura un enjeu, un objectif. En fait, du moment qu'il y a un objectif à atteindre, il y a stratégie. Si on se dit, là, je veux, par exemple, atteindre les 10K sur Insta, même si c'est pas pour gagner des sous, c'est juste pour développer son compte Insta parce qu'on a envie, on a le droit, il y aura stratégie. Oui, bien sûr. Même si on se le pose pas comme ça le mot, on va se demander dans sa tête comment je vais faire pour obtenir les 10K. Et ensuite, on va mettre en œuvre plusieurs tests, plusieurs procédés pour les obtenir. Donc, il y a stratégie. Pour toi aujourd'hui, la stratégie est-ce que finalement on pourrait pas dire que la stratégie c'est une forme créative? Oui, mais complètement. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que c'est complètement créatif et que chacun a sa façon aussi de créer des stratégies et de les mettre en œuvre. Alors il y a un socle, on va dire, commun, mais d'une même copie, tout le monde va faire quelque chose de différent. Et je le vois vraiment avec mes clientes. Et un même cours, ça donne des choses complètement différentes. Vraiment. Donc voilà, c'est vraiment créatif. Oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie à partir du Non, moment où on atteint son objectif. Si on a un objectif et qu'on met en place une stratégie. complètement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, c'est vraiment adapté à soi et adapté à ses clients, à son univers. Enfin, il y a plein de paramètres. Et du coup, c'est complètement créatif. Et justement, on parlait tout à l'heure des
fameux petits créateurs, pas si petits forcément. Qu'est-ce que selon toi est leur plus gros obstacle et qu'est-ce que t'aimerais dire à ces gens-là quand on leur parle communication, marketing ou stratégie? Comment ça se passe? Si eux ils ont peur, c'est quelque chose qu'ils ont pas du tout travaillé ou abordé avant, comment tu leur parles? Il y a un problème, je pense, de confiance en soi et de comparaison aux autres qui revient tout le temps. Ouais, mais un tel, il a fait ça, un tel, elle a réussi beaucoup mieux, alors que moi, ça fait des mois que je suis en train de le faire et elle fait beaucoup mieux que moi. Tout le monde fait beaucoup mieux que soi. C'est tout le temps comme ça. Et tu vas parler à l'autre, elle va dire non, mais elle est trop forte. Bref. Donc, il faut arrêter de se comparer aux autres. Je dis pas de se mettre des œillères parce que c'est bien d'avoir quand même une vue globale de ce qui se fait dans son univers, une vue globale aussi de la concurrence, sachant que la concurrence peut ne pas être aussi négative, ça peut être super positif. Et je connais des personnes qui font la même chose et qui s'entraident en fait. Donc c'est aussi possible humainement parlant parce que avant d'être entrepreneur, on est aussi humain. Et du coup, de croire en soi en fait, de se mettre des œillères sur les aspects, comment dire. Pas les aspects mais les choses négatives qu'on peut nous dire parce que parfois il y a aussi l'entourage. Ah mais t'as envie, moi j'ai horreur de ça quand on me dit t'as envie de tes trucs de couture là. Alors là mais les personnes de ça j'en vais leur mettre des claques parce qu'en plus je peux tourner vite au vinaigre. Je suis gentille mais parfois il y a des trucs c'est vraiment la vidéo et ça je peux pas. Alors là les gens ils s'en prennent toute une volée quand je dis ça. Et toi t'as envie de ton petit cabinet d'expertise là t'es content de faire ça la journée, ça te plaît de faire des chiffres toute la journée? Bref, ça m'énerve. Bref. Voilà, donc vraiment croire en soi, arrêter de se faire influencer par les uns et les autres et les machins. De toute façon, on est seul finalement à mener son projet et si on s'y met pas soi-même et si on se met pas tout seul en fait hors de sa zone de confort pour y aller vraiment, on peut pas y arriver. Et en fait, il y a aussi ce côté où on attend que les autres nous rassurent, nous motivent. Alors c'est bien de trouver des personnes qui sont là. Moi, c'est vrai que j'ai la chance que Baptiste, mon mari, me suive, même si des fois il y a eu des mois où j'ai gagné rien du tout. Il était quand même à fond avec moi et il m'a quand même beaucoup soutenu. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai, c'est sûr. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment le truc le plus important vraiment c'est ça, c'est avoir confiance en ce qu'on fait, y croire plus que les autres et dès qu'il y a des moments de doute on se ressent non mais moi qu'est-ce que je veux, est-ce que j'ai vraiment encore tout donné pour y arriver ou pas, et ça c'est important. Et c'est concentré en une petite phrase de rien du tout, mais c'est dur, enfin j'ai expérimenté, pas dormi la nuit, pleuré beaucoup donc je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, moi, de mon point de vue de solopreneur, je trouve que le plus compliqué, c'est la part qu'il y a entre... alors, moi, mon travail est plutôt de l'accompagnement que du créatif, mais pour le coup, moi, c'est là que ça me fait vibrer. La partie, le dur de notre entreprise, en fait, de ce qu'on crée, ou de ce qu'on pratique, ou enfin, ce qu'on fait, et tout ce qui est à côté, communication, marketing. Aujourd'hui, pour moi, c'en est un point où ça prend presque plus de place que ce que je fais au quotidien, ou en tout cas mon cœur de métier. Et justement, comment on arrive à trouver un équilibre sur ça pour pas s'y perdre, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, surtout quand on est solopreneur ou petite entreprise, que on est multicasquette, donc ça c'est indéniable. Forcément, on n'a pas d'expert comptable, on n'a pas de directeur marketing, on n'a pas de RH. Alors en même temps, quand on est tout seul, on n'a pas trop besoin de RH, mais on pourrait, pour aller se plaindre un petit peu des conditions. C'est ça, la gestion des congés, comment on fait? C'est ça. Donc, comment on arrive à trouver, est-ce que toi, j'imagine, avec les années, tu trouves un peu ton équilibre, ou justement, toi aussi, tu galères à ça? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je suis très structurée, très organisée, et je sais que telle semaine, il faut que je fasse ça, et je m'organise des plages horaires, et ça va très bien. Et il y a des fois des relâchements, comme par exemple en période avant fête, après fête, c'est un petit peu compliqué, mais dans l'ensemble, en fait, pour y arriver, il faut se faire des plannings, il faut s'obliger à faire des plannings. Moi en tout cas, j'ai pas trouvé de meilleure recette que ça. En février, il faut qu'il y ait tant de sujets qui sortent, donc comment je fais pour m'organiser pour qu'ils sortent. Et là, concrètement, le fait de, mais vraiment de se marquer les jours. J'ai un document sur Google Doc avec vraiment
lundi 1, mardi 2, enfin vraiment il y a tous les jours, et dedans il y a marqué qu'est-ce que je fais tel jour, et quel post je vais sortir tel jour, et du coup j'anticipe que si ce post il doit sortir tel jour, ça veut dire que la semaine d'avant il faut que je l'ai fait au plus tard, quoi. Donc je me donne des deadlines, et tous les jours je consulte mon planning, et j'y vais. Par contre, ça nécessite que tous les mois, je passe au moins 2 heures sur mon planning à tout agencer le truc. Et c'est la meilleure chose que j'ai réussi à mettre en place, que je suis contente, parce que sinon je m'éparpille beaucoup trop. Mais parfois, bien sûr, j'ai prévu trop de choses, donc tant pis, je prends sur moi, et il y aura moins de choses que prévu, mais il y a quand même un fil conducteur qui est là. Ouais. Et est-ce que tu penses que tu as un ratio communication, développement d'entreprise versus cœur de métier dans ton... il serait de quoi, en fait? Ouf, c'est compliqué. Parce que je pense que la communication, c'est quand même plus mon métier que la couture, l'aspect couture. Ça prend plus de place. Le montage de vidéos, le script, filmer les plans. Écrire des articles de blog, il faut que je m'y remette parce qu'en 2023, j'ai un peu lâché. J'en ai écrit quelques-uns, mais pas autant que ce que je voudrais, donc là, je m'y remets. Mais ouais, c'est plus l'aspect communication qui englobe surtout la vidéo. C'est le plus gros ratio, on va dire, que j'ai. Et la couture, bon après, c'est vrai que là mes patrons de couture, ça me prend quand même pas mal de temps, mais il y a beaucoup de vidéos dedans parce que je fais des vidéos de montage pour YouTube. Ouais. Donc du coup, il y a un énorme ratio de vidéos aussi. Très bien, très bien. Et sur tes clientes, justement, ça serait quoi leur ratio? Par exemple, des créatrices de patrons ou des créatrices de produits finis, leur ratio communication, marketing, c'est quoi en général pour que ça fonctionne? C'est pas évident. C'est vraiment une question aussi d'organisation. Ça dépend de si on est bien organisé quand on s'organise des plages horaires ou par exemple une journée par semaine on va tourner plein de contenus. Pour ensuite les autres jours de la semaine travailler vraiment plus sur le cœur de métier que sur la communication. Ça dépend vraiment de l'organisation. L'idéal ce serait ça, ce serait de se pouvoir s'octroyer 1 à 2 demi-journées par semaine pour la création de contenu. Après bien sûr le truc c'est que par exemple pour la communication vraiment réseaux sociaux, il y a aussi tout l'aspect veille. Et donc ça c'est du quotidien, hein, tous les jours il faut y aller sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'arrêter de s'y perdre et de scroller, et ça, c'est pas évident. Oui, d'y avoir un œil professionnel avec un objectif, encore une fois. C'est ça, exactement. Après, ça dépend, parce que les créatrices de patrons, c'est un cas vraiment spécifique où il y a vraiment énormément comment dire, il y a une énorme part créative de réflexion sur le modèle, sur le montage du modèle, sur les logiciels, sur les calculs. C'est vraiment un métier très différent que celui de vendre du tissu, parce que j'ai aussi travaillé pour des merceries qui vendent de tissus et fournitures. C'est pas la même chose. C'est les personnes qui vendent tissus et fournitures ont plus finalement de temps dans leur cerveau, on va dire, pour pouvoir créer des contenus créatifs pour les réseaux sociaux. Parce que elles ont pas cet aspect créatif de la création de patron. Maintenant, elles ont aussi énormément de temps parce que, contrairement à des créatrices de patrons digitaux, elles ont beaucoup de commandes à gérer, à vraiment oui, il y a tout un stock physique. Enfin, c'est ça. Mais c'est juste sur le plan créatif, elles ont peut-être un petit peu plus de place dans leur cerveau pour ça. Mais après ça dépend vraiment des personnes. C'est difficile de généraliser. Oui, mais il faudrait pas que ça atteigne 50% en fait, parce qu'au bout d'un moment. Oui, c'est ça, exactement. Mais ouais, en fait, je pense que c'est vraiment adapté aux personnes qui vont à 1000 à l'heure, quoi, qui vont à 1000 à l'heure et qui ont envie de faire plein de choses et qui ont pas peur des challenges. Faut y aller, facile. En général, on a peur, mais on y va quand même. C'est ça. Voilà. En tout cas, même si c'est dur, même si parfois j'ai vraiment du mal et que parfois j'ai besoin de vacances, comme tout le monde, j'en prends pas beaucoup,
Je suis vraiment contente de le faire, même si tout le monde ne croit pas en moi autour de moi, même si parfois le regard des autres c'est difficile, que je suis toujours sur Instagram et que je dois supporter souvent des réflexions en mode oui, je t'ai vu sur Instagram, je me dis si, tu fais ça, la. Parfois c'est dur parce que les gens pensent que je suis H24 devant ma machine à coudre et H24 sur Instagram et que je travaille pas en fait. Les gens le voient pas comme du travail quand je suis sur Insta et qu'ils me voient. Alors qu'en fait en permanence ils me voient en train de travailler. Et ça c'est assez difficile en fait de faire valoir que je travaille. Et j'ai arrêté. Pendant longtemps, je voulais faire comprendre aux gens mais c'est du travail en fait. C'était trop important pour moi de leur faire comprendre, de faire d'éducatif là-dessus. Maintenant, je m'en fous. S'ils pensent ça, tant pis pour eux qui restent bornés dans leur vie. J'ai pas besoin d'eux pour avancer. Et ça n'a pas été évident. Donc ouais, on est toujours dans le côté détachez-vous du regard des autres. Faites votre vie. Oui, parce que finalement, cette partie-là, elle pourrait être définie comme tu vas te promener, tu vas te balader, alors que ou alors devant ta machine, tu te fais plaisir, mais comme c'est pour de la création de contenu que tu vas monétiser, enfin qu'il y a un système de monétisation et que t'es payé après pour. L'idée, c'est qu'un travail, c'est quelque chose qui est rémunéré, en fait. Oui, c'est ça. Et puis après, il y a aussi cette notion de, on n'a pas le droit de de vivre de quelque chose qui nous plaît. C'est impressionnant. Il faut toujours qu'on fasse un métier qui nous plaît moyen, mais qui rapporte, quoi. Si on peut pas être payé pour faire un truc qui nous passionne, c'est dingue. Je comprends pas. Les gens devraient être contents que je puisse réussir à mener ma barque en faisant quelque chose qui me passionne. C'est trop cool de pouvoir, même si parfois j'avoue, des fois j'ai pas envie de coudre, mais j'ai des délais impartis, il faut que je coude. En fait, c'est plus que j'ai pas envie de m'y mettre. Une fois que j'y suis, je suis contente, mais parfois j'ai la flemme de m'y mettre. Mais voilà, c'est quand même cool, quoi, de pouvoir créer du contenu de couture, de pouvoir imaginer des accessoires, de pouvoir imaginer des looks pour des marques, de pouvoir. C'est génial. Ah oui. Mais ça reste du travail quand même, et j'ai le droit de kiffer mon travail. Et pourquoi ça dérangerait les gens? Et ça, c'est. Et pourquoi... Je suis pas la seule à le vivre. Et pourquoi est-ce que les gens donneraient leur avis sur ton bonheur, en fait? C'est ça, mais ils peuvent pas s'empêcher. C'est un peu sympa, il y a des métiers comme ça où c'est vraiment. C'est pas encore assez développé, ça commence. Après, je vis pas dans une grande ville, hein. Peut-être que si je vivais à Paris ou à Lyon, ce serait plus commun, on va dire. Ouais. C'est pas que je vais dans la Cambrousse, mais Nîmes c'est quand même développé, mais c'est pas Lyon, c'est pas Paris, quoi. Et il y a encore pas mal de mentalités arriérées et de personnes qui les réseaux sociaux c'est tout pourri, c'est du Nabila, quoi. Et voilà. Et moi, c'est réducteur quand même. Mais oui, mais il y a des gens pour qui c'est ça encore, et c'est terrible, mais c'est vrai. Et je l'ai vu aussi quand j'ai eu cette expérience avec l'agence de communication avec laquelle je travaillais. Il y avait parfois, parce que vu que c'est des grandes entreprises, parfois on n'avait vraiment pas affaire au patron, mais plutôt à des salariés. Il y en avait, ils étaient là vraiment parce que leur patron les obligeait à être là, quoi, et ils croyaient pas du tout aux réseaux sociaux, ils voulaient pas se mettre en avant sur les réseaux sociaux, ils voulaient pas nous aider dans la création de contenu. C'était très compliqué de travailler avec ces personnes-là parce que voilà, les réseaux sociaux, non, moi je veux pas qu'on me voit sur les réseaux sociaux, je veux pas qu'on pense ci, ça de moi. C'est la honte en fait de se mettre sur les réseaux sociaux pour vendre son produit. Et non, en fait, non. et puis quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pas que pour vendre, c'est aussi pour le côté social, c'est-à-dire échanger, partager, connaître de nouvelles personnes, faire du réseau. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a un côté vraiment très humain aussi dans les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a tout un débat à ouvrir là-dessus. Bon, et parfois peut-être un peu de jalousie à se dire tiens, que j'aimerais bien passer ma journée à scroller sur Insta, que ça soit payé, alors que bon, c'est pas forcément ce que tu fais non plus. Non, pas du tout. Et puis même quand j'ai géré des comptes Insta en tant que vraiment métier community management, et c'est un travail de malade. Mais vraiment, quand vraiment tous les jours tu dois faire des stories, même le dimanche matin tu te réveilles, tu dis je me suis pas levée, fallait que je fasse une story à 9h, que t'en peux plus parce que cette semaine était épuisante. Et là t'es là, faut que je travaille, c'est dimanche. Il y a quelqu'un qui vient chez toi, c'est pas prévu, tu peux même pas lui offrir un café parce que ou alors tu dis attends, faut d'abord que je poste pour tel client parce que c'est l'heure.
Alors oui, il y a des outils de programmation, mais j'ai toujours détesté ça. Ça fonctionne jamais. Je suis stressée. Je suis tout le temps derrière l'outil de programmation pour être sûre que ça fonctionne. Enfin, c'est la misère. Donc pour mes clients, j'ai toujours posté à la main. Ouais, c'est un métier qui te prend la tête tout le temps. Et en plus, tes clients ne se rendent pas toujours compte du temps que t'as passé pour eux. J'ai déjà eu des réflexions en mode oh mais je suis pas le client qui te prend le plus de temps, alors que je passe toutes mes semaines à réfléchir sur eux, je dors en pensant à eux, je fais du contenu pour eux alors que je voudrais en créer pour moi. Ouais, c'est un métier community manager, vraiment j'ai eu énormément de collègues là-dedans. Parce que j'ai fait une formation en community management en fin 2022. J'ai rencontré beaucoup de community managers et c'est trop chouette. Et je leur tire mon chapeau de réussir à être 100% community manager, parce que moi je peux pas avoir un client community management de temps en temps. Oui, tout le temps, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est waouh, c'est énorme. Est-ce que t'es trop créative? Oui, et puis j'ai envie qu'ils réussissent, j'ai envie qu'ils gagnent des abonnés, j'ai envie qu'ils atteignent leurs objectifs, j'ai envie qu'ils vendent. J'ai vraiment, vraiment à cœur que ça marche, et parfois, ben, je peux pas faire plus que ce que je fais. À un moment donné, même quand on délègue, quand on délègue sa communication, faut savoir que c'est pas en mode, vu que c'est elle qui s'en occupe, moi je fais plus rien. Non. Il faut que tu t'impliques. Il faut que si je te demande tel plan de vidéo, de machin, il faut que tu me les envoies pour que moi je fasse le montage et que je puisse te mettre en avant sur les réseaux. C'est pas à moi d'être en avant sur les tiens. C'est toi que je mets en avant, c'est ta marque, donc il faut que tu t'impliques. Et si je te demande telle vidéo, faut que tu me les envoies à telle heure, parce que sinon la semaine prochaine il y aura rien sur ton compte. Et ça c'est, t'as l'impression d'avoir un ado quoi souvent, et c'est chiant. Franchement c'est chiant. J'aime pas cet aspect du métier du tout. Oui, parce qu'en fait, quand les gens te délèguent la communication, ils ont l'impression qu'ils se déchargent de tout. Et oui, et non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un bon community manager, après, il y a aussi d'autres façons d'être community manager, dans le sens où il peut y avoir des marques qui délèguent aussi leur image. C'est-à-dire qu'on va plus les voir eux, mais on va voir le community manager qui va lui faire le job et qui va lui être sur les vidéos, sur les photos, qui va mettre en avant les produits. Et c'est très dangereux. Parce que le jour où ça se passe pas très bien avec ce community manager, le community manager a envie de partir, faire un autre job, faire autre chose, eh ben, il est complètement dépendant de son image et de l'image qu'il a créée depuis des semaines. Et c'est quelque chose que vraiment, j'ai toujours déconseillé à mes clients. Mettez-vous en avant, c'est vous qu'on va mettre en avant un maximum. Alors ça peut être, parfois en termes de timing, c'est trop difficile d'avoir l'entrepreneur ou la personne dans l'entreprise qui peut être tout le temps disponible. Donc on fait un équilibre. On va voir un peu le community manager et beaucoup le client quoi. Mais vraiment c'est quelque chose de déléguer complètement son image d'entreprise, c'est feu rouge quoi. Vraiment feu rouge. Et donc la question de l'image de l'entreprise, qu'elle soit solopreneur, multi-personne, c'est vraiment représenter le produit et ce qui est vendu en fait. Ou une personne, si c'est un solopreneur qui se vend pour sa, oui, on va dire, de toute façon, il faut être son savoir-faire. Oui, mais de toute façon, en fait, les réseaux sociaux, vraiment, moi, ce que je prône, c'est que c'est humain. Il faut vraiment que ce soit toi, ta marque. Les gens, ils ont envie de te voir toi, voir ta vie, les coulisses de ton entreprise. Ils ont besoin d'acheter à quelqu'un. Ils n'ont pas besoin d'acheter quelque chose. Et ils ont besoin peut-être de quelque chose, mais ils ont envie d'acheter à quelqu'un. Et ils vont aller chez toi parce que toi, il t'aime bien, alors que le concurrent, il est pas sympa, il fait la gueule, c'est nul son produit, alors que peut-être son produit est mieux. C'est possible aussi. Mais voilà, c'est, pour moi, c'est vraiment indissociable quoi. Et même si l'entreprise a beaucoup d'employés, c'est pas grave. L'entreprise, c'est bien, elle a beaucoup d'employés, qu'on les voit. Qu'on voit les coulisses, enfin ceux qui ont envie bien sûr, parce que c'est sûr que si t'es salarié d'une entreprise et que t'as pas envie de figurer dans les réseaux sociaux de l'entreprise, c'est un droit. T'as le droit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ça c'est quand j'ai travaillé avec des entreprises avec plusieurs employés, on fait le point en général au début, qui veut et qui veut pas. Comme ça c'est clair, il y a pas de problème quoi. Mais c'est bien qu'on voit la vie d'une entreprise, parce que parfois, l'imaginaire des gens aussi, on s'imagine des choses. Ah, mais cette entreprise,
souvent les gens ils pensent que tel entrepreneur ils s'en met plein les poches, super blindé, il faut rien, il passe sa journée dans sa piscine, alors que pas du tout quoi, pas du tout. Souvent l'entrepreneur, même s'il a beaucoup d'employés, bah, il est dans le terrain, il est dans le cambouis, c'est peut-être même lui qui a fait le dernier scotch de ta commande parce que bah, les employés sont partis parce que c'était plus l'heure et que il y a tellement de trucs que bah, lui il est là le soir pour finir. Et lui ouais d'ailleurs, mais voilà, ça casse un peu cet imaginaire de l'entrepreneur complètement détaché de son entreprise et qui laisse ses employés faire. Donc c'est pas mal aussi de montrer la vraie vie quoi. Oui, bah plus on montre les choses, moins les gens peuvent s'imaginer en fait. Oui, et après de notre côté, il y a aussi ça permet aussi de maîtriser d'une certaine manière l'image qu'on veut donner de sa marque. Mais il faut, comment dire, être aligné avec les valeurs, bien sûr, soi-même, il faut être aligné avec les valeurs de sa marque, sinon ça tient pas sur le long terme. Mais voilà, on montre aussi ce qu'on a envie de montrer. On n'est pas obligé de montrer toutes les facettes du métier, il y a des trucs qui sont trop perso. Voilà. Moi, par exemple, par rapport à ce côté vraiment de montrer que ce qu'on veut et pas tout, je fais super attention à pas montrer trop d'aspects de ma vie privée aussi sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ça reste aussi quelque chose qui peut être aussi un petit peu dangereux. J'ai pas envie de tout montrer. Tout ce que je montre c'est moi, c'est plein de parties de moi, mais j'ai aussi mon jardin secret et ça c'est tout le monde en fait, c'est normal. Oui. Donc voilà, c'est les gens qui me disent aussi ouais je veux pas montrer sur les réseaux. Quand on travaille ensemble sur les réseaux, je dis mais tu montres ce que tu veux sur les réseaux. Si tu veux pas dire que t'as des enfants, t'es pas obligé de dire que t'as des enfants. Si tu veux pas montrer tes enfants, ne les montre pas. Moi je suis pas pour de montrer les enfants sur les réseaux, mais bon, si j'en ai pas, mais je pense que si j'en avais, je les montrerais pas. Mais voilà, après c'est vraiment une décision personnelle, chacun fait ce qu'il veut, je juge personne. Mais vraiment là c'est ça sur les réseaux sociaux. Il y a une partie storytelling forcément, il y a des choses qui sont peut-être plus mises en lumière que d'autres et on va plutôt montrer une facette positive que négative. Donc c'est sûr que c'est pas toujours évident et comment dire, ça peut il n'y a pas vraiment de règles, mais ça peut dériver parfois dans le sens où c'est une personne qui se sent déprimé et qui voit que tout le monde va bien autour de lui. Ça me fait penser au sketch de Florence Foresti qui dit mais qu'est-ce qu'elle fait elle mardi sur un bateau, mais moi le mardi je suis pas sur un bateau. Donc, ça me fait trop rire ce sketch parce que c'est un peu ça. ça peut être un peu ça les réseaux sociaux. Ouais. Donc faut faire attention quand même. Moi je trouve ça intéressant justement ce côté on a l'impression de connaître la personne. Oui. Surtout quelqu'un comme toi qui peut être très présent. Moi, il y a des personnes que je suis qui sont très très présentes, qu'on va retrouver tous les jours. Et en même temps, c'est vrai qu'on se dit, oui, mais en fait, si on réfléchit plus comme si on allait chez elle, on connaît pas ta maison, on sait pas à quel endroit tu te mets pour bouquiner, on sait pas forcément quelles sont les séries que tu regardes, on sait pas ce que t'aimes manger. Et finalement, en se rendant compte de ça, on peut se dire, en fait, je connais une facette de cette personne, mais je ne connais pas l'intimité de cette personne. Oui. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça n'empêche que ce qu'on en connaît est une vraie partie d'elle, en fait. Oui. Il n'y a pas de tromperie non plus. Non, c'est juste qu'il y a des aspects qu'on connaît pas et que tu connaîtras peut-être si après on se rencontre. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas la magie des réseaux, je trouve. Ah non, mais complètement. Et c'est ça qui est chouette, c'est que moi, les personnes que j'ai rencontrées en vrai, en général, il n'y a pas de barrière. C'est comme si on s'était vu hier alors que c'est la première fois qu'on se voit et en fait on discute et tout se passe bien. Et c'est vrai qu'après l'amitié ça peut être une amitié virtuelle professionnelle et ça peut devenir une amitié vraiment amicale et on peut partager plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment se dire que c'est pas parce qu'on montre que une partie des choses ou que parfois on a l'impression de vraiment connaître cette personne qu'elle nous a tout donné. Et puis elle nous a pas tout donné à nous, il y a une forme d'intimité qu'elle a gardée, mais en même temps ça ne veut pas dire que ce qu'elle a donné est faux, en fait. Oui. Il y a vraiment ce double aspect, quoi. Ah oui, bien sûr, complètement. Je te rejoins complètement là-dessus, c'est spécial, hein, les réseaux sociaux quand même, quand on y pense. C'est une façon de rencontrer des personnes
et de découvrir de nouvelles personnes qui est assez particulière et qui est vraiment propre à notre génération, on va dire, enfin notre époque, quoi. C'est très particulier, mais c'est aussi vraiment, je trouve assez fabuleux dans le sens où moi je suis pas particulièrement entourée de personnes couture addictes. Alors oui, ma maman faisait un peu de couture quand j'étais petite et bon, ma grand-mère n'est plus là et mes grandes tantes font plus de couture maintenant, elles sont à la retraite, elles cousent plus. Mais voilà, j'avais pas naturellement des copines couturières, pas tant que ça en fait. Et du coup, bah, grâce à Instagram, bah, j'ai plein de copines couturières. Tous les jours, je peux dire ouais, j'ai envie de coudre cette robe. Est-ce que toi, tu l'as déjà cousue? Est-ce que t'as eu un problème à ce point de vue-là? Je suis bloquée là, j'ai rien compris. Est-ce que t'as déjà fait ce patron? C'est trop bien. Bah oui, bien sûr. C'est trop bien. C'est génial. Et des personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie, qui sont devenues des super copines, comme ma super copine Sophie, qui a créé la marque de patron, les patrons. Qui est à Avignon, et donc du coup on n'est pas loin de Avignon. Et enfin c'est quotidien quoi, on parle tout le temps toutes les deux, Ouais. et c'est trop bien. C'est vraiment génial, alors qu'on n'habite pas si loin, et je pense que sans les raisons on se serait pas rencontrés. Bah oui, c'est une autre façon de partager et de se faire un autre réseau. Avant, il y avait d'autres façons de faire des réseaux, et aujourd'hui c'est comme ça, nos vies sont différentes, mais ça n'empêche pas la sincérité des partages qu'on Oui, a, en fait. mais complètement, je te rejoins complètement, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui diraient, ah bah oui, non mais tu as rencontré sur internet, c'est pas une vraie copine, ou c'est pas quelqu'un, vraiment, les vrais échanges. Bah en fait, au contraire, parfois on rentre directement dans le dur, parce qu'on a justement des points communs qui font que on est plus aligné tout de suite sur des valeurs et des façons de voir les choses, ou... Oui, totalement. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement ça, mais ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qu'à travers ce que je poste, ma façon de créer du contenu, pour les clients, ben, j'attire souvent des clients qui sont un petit peu dans mon esprit, dans ma vibe, comme je dis. Ben, c'est pareil aussi pour les rencontres hors, comment dire, business. C'est vraiment, puis même, et en général, mes clients professionnels, bah, c'est des personnes que j'apprécie, j'ai envie de discuter avec elles après. Enfin, il y a au-delà que du pro, quoi. Oui, il y a un lien qui peut paraître flou, mais en fait, c'est pas très grave, quelque part. C'est ça, exactement. Bon. Et toi, est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous dire peut-être tes projets 2024 ou tes envies ou ce que t'évoques, le marketing, enfin, peut-être un petit mix. Un petit mix. Ouais, mes projets 2024, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est vraiment, je veux développer enfin cette marque de patron et mes patrons sur ma boutique. Il va y en avoir plein sur ma boutique parce que j'ai des idées depuis très longtemps et que même si je dors pas beaucoup, il va falloir que j'accouche de mes idées parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. C'est un truc vraiment, j'ai besoin de le faire. Donc finalement, c'est presque un petit peu détaché d'une stratégie marketing. Même si j'ai des produits qui vont pas beaucoup se vendre ou pas se vendre du tout, bah, c'est pas grave, il faut que ça sorte parce que j'en ai vraiment besoin. Et du coup, bah, je vais essayer de trouver un équilibre entre clients pro et sortie de mes patrons et tout doux qui soient un peu plus, comment dire, gérables que l'année dernière. C'est important. Un peu plus de bienveillance envers moi-même. Ouais. Ça, j'ai déjà un petit peu commencé. C'est pas facile, mais je me force. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas refuser des projets pour être sûr que tout rentre dans une année, quoi. C'est ça, exactement. Je vais faire des choix et pour moi, c'est pas facile. Je suis de Balance et je pense que ça me va très bien comme ça. C'est vraiment moi. Et mais là, c'est plus possible. C'est obligé de prendre un peu plus soin de moi, de ma santé, faire du sport, manger mieux. C'est nécessaire, quoi. Parce que là, ma santé, je l'ai complètement oubliée l'année dernière. On se dit tout le temps, on est jeune, mais on est jeune, mais on a quand même des problèmes de santé. Donc, cette année, faut prendre soin de soi, quoi. Oui, puis, je voyais ça là, justement, avec une personne que je suis et qui dit, bah, je me suis pas écoutée, et puis, bah, là, elle a été 15 jours malade, quoi. Donc, en fait, finalement, au bout d'un moment, le corps, il se dit... Ça nous rattrape. C'est ça nous rattrape complètement. Et c'est pas évident, il faut affronter les choses et il faut y aller, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut se dire, bah, prendre soin de soi, c'est aussi, il faut le mettre dans le planning.
Et est-ce que... Et je l'ai mis dans mon planning, dans mon nouveau planning de janvier, j'ai mis, là, c'est pour toi. Tu vas te faire un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, tu vas aller courir. Et est-ce que, on en avait parlé avec Lucille de We Made Together, que de se créer des temps vraiment créatifs pour soi, pas forcément à partager, etc., qui vont nourrir le côté créatif, on va dire professionnel. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin ou finalement ce que tu fais suffit à t'auto-nourrir en création ou en créativité? C'est terrible, mais non, j'ai toujours trop d'idées et trop frustrée de pas pouvoir les mettre en place. Trop envie de faire plein de choses, c'est terrible. Ce qui est aussi terrible, c'est que j'ai beaucoup de mal à coudre en me disant je devrais filmer ce que je fais parce que sinon après je vais perdre du temps sur la création de contenu que je dois faire. Et donc du coup les instants où j'arrive à me mettre vraiment à coudre en mode je suis en pyjama, rien à faire, de la vidéo, de si j'ai les cheveux en pétard ou pas, je m'en fous, je couds, je kiffe. C'est difficile, ouais. Ces instants-là, quand ça arrive, je kiffe vraiment parce que ils sont rares. Bon bah écoute, on va te souhaiter un bon équilibre pour 2024 avec plein de nouveaux contenus à aller découvrir et de plein de nouveaux clients ou clientes ravis de bosser avec toi. Merci beaucoup, peut-être tout pareil. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour un deuxième entretien sur le marketing et la communication lié à la couture. Merci beaucoup Sarah. Merci à toi, à très bientôt et j'ai hâte d'écouter les autres podcasts. Je suis coach en images et j'aime travailler avec les couturières. Tu cherches une aventure dont tu sortiras transformée, où règne sororité et bienveillance ? Je te propose un accompagnement en groupe sur 4 semaines pour découvrir ton corps, trouver tes couleurs et ton style et surtout te sentir en accord avec tes vêtements. Tu veux en savoir plus ? Réserve un appel découverte avec moi, gratuit et sans engagement sur mon site dans l'onglet formation. Retrouve-moi sur ateliersherwood.fr, Pinterest ou Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Sarah. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.